Quand vous avez une société, il y a des groupes qui se forment, qui ont une conscience d'eux-mêmes plus grande que les autres. Ben, leur intérêt, c'est toujours, vous savez, le principe traditionnel des alchimistes, solver et coagula. Pierre Deneuze, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, en Lauragais, pour un entretien sur essentiellement la contre-révolution, mais des sujets d'actualité également, et puis vos tout derniers livres. Vous êtes un militant royaliste, maurassien. Tout à fait. Vous l'avez été donc depuis longtemps aussi, mais un militant atypique, à plus d'un titre. À la différence d'autres militants, disons que vous n'avez jamais arrêté de penser, vous n'êtes pas contenté, révérence gardée, de répéter des slogans. Vous les avez interrogés pour les passer au crible de la pensée, du réel. Et je dis cela à un moment où la pensée qui sortait des cercles d'action française est soit invisible, absente, soit c'est considérablement affadie, au point d'oublier souvent Maurras lui-même ou de l'apparenter une sorte de catéchisme johanno-paulinien. C'est vrai. Donc on avait singulièrement besoin de poil à gratter, d'un maurassisme, disons, hérétique, je crois que... Je capte le mot. Maurassien hérétique. Et vous avez encore rappelé, récemment par exemple, que l'Action française ne pouvait pas se transformer en mouvement confessionnel malgré sa composition sociale. Ah, ça c'est clair. C'est même, à mon avis, totalement incompatible avec les présupposés que Maurras avait mis en place. Puisque si l'Action française devenait confessionnelle, elle serait incapable de ne tenir compte dans son analyse de la société française et des chances que nous avons de survivre que d'éléments spirituels. Et ce n'est pas possible car, comme Maurras le disait déjà il y a plus d'un siècle, eh bien, en France, l'Église, le catholicisme n'est pas en mesure de changer seul le désordre social. On y reviendra d'ailleurs sur ce point. Alors vous êtes un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui de la pensée maurassienne. Je sais pas. On peut le dire, je pense. Vous connaissez très bien, plus largement, la pensée contre-révolutionnaire, y compris celle qui s'est exprimée sous d'autres horizons, en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Espagne. Vous en avez une connaissance à la fois livresque et intime. C'est un parcours de pensée que vous avez fait vous-même, on peut sans doute le dire. Vous avez écrit notamment un dictionnaire des hérésies, les dialogues avec les hommes de ma tribu, essais sur les contradictions de la droite, un petit livre sur la famille, idées et également idées et doctrines de la contre-révolution, sur lequel nous reviendrons plus en détail. Et tout récemment, ou tout prochainement, je ne les ai pas lus, donc c'est vos nouveaux livres. Alors, le dernier livre qui est paru il y a 2 mois s'appelle « Le dogme de l'antiracisme » et il est édité aux éditions Dominique Martin-Morin. Voilà, c'est un livre dans lequel j'essaye de démasquer les pièges dans lesquels nous tombons depuis déjà bientôt 50 ans. Et il y a également un livre un petit peu plus court, plus bref, qui, lui, s'intéresse à Charles Maurras et à la dialectique, face à la dialectique de l'antiracisme, qui va sortir. Ce livre n'est pas encore paru. Je ne sais pas d'ailleurs très bien où je vais le publier. Mais effectivement, j'ai essayé de déterrer un certain nombre de textes qui étaient inconnus jusqu'à présent et qui permettent de comprendre beaucoup mieux la position de Maurras par rapport à l'antiracisme, qui est une position éclairée et nuancée. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vous propose que l'on fasse une sorte de parcours à travers la contre-révolution, en tirant une sorte de bilan, en essayant de comprendre cet objet doctrinal politique singulier.
Et je vais commencer par vous citer donc cet extrait de « Idées et doctrines de la contre-révolution ». Au commencement était la tradition, et vous précisez ensuite, la tradition est une accumulation, entassement de strates de sens qui ne s'effacent jamais complètement. Est-ce que vous pourriez donner des exemples pour que cette notion de tradition s'incarne à travers des exemples concrets, par exemple, qui perdurent dans la France d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien, par exemple, la fête que nous pratiquons tous les ans, qui est la plus importante chez les Français, c'est la fête de Noël. Ce n'est pas la fête de Pâques comme ça devrait être pour quelqu'un qui appliquerait strictement la doctrine chrétienne. Noël, c'est le solstice d'hiver. Et la tradition originelle était, dans des sociétés très anciennes, très reculées, il y a 5000 ans, 10 000 peut-être, de fêter le retour des saisons et la fin du déclin qui va donner lieu ensuite à un renouveau. Cette adhésion au monde qui est celle des peuples qui commencent à inventer ou à trouver une religion. Voilà, c'est ça la tradition. Alors en fait, nous savons très bien que le Christ n'est pas né un 24 décembre. Beaucoup d'auteurs, d'historiens pensent qu'il est né en avril. Mais bon, voilà, peu importe. On a décidé qu'il fallait faire coïncider une tradition avec une commémoration. Et ça a marché. La tradition est plastique. Elle a permis de faire coexister deux choses qui étaient en principe contraires. La tradition permet la conciliation des contraires. Elle est une attitude qui est para-instinctive. C'est-à-dire que quand on exécute une tradition, on n'a pas besoin d'y réfléchir pour justifier son existence. On la pratique, elle est normale, on a toujours fait comme ça. Le précédent prend la force d'une règle qu'on ne discute pas parce qu'on n'a même pas besoin de la conceptualiser. Et ça, la tradition, c'est presque de l'instinct social. Un des aspects très importants aussi de la contre-révolution, c'est la question de la légitimité du régime politique et de la désignation donc d'un occupant légitime du pouvoir ou d'un usurpateur. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui, aux yeux donc de la pensée contre-révolutionnaire, rendait la royauté de l'ancienne France légitime? La légitimité d'un régime a été très bien définie par Burke, qui est un des pères de la contre-révolution, et du libéralisme, ce qui est quand même un comble. Et Burke dit « est légitime un gouvernement qui va de soi ». Il va de soi, il est à sa place, personne ne songe à le remettre en cause. Ça ne veut pas dire qu'il y a unanimité, ni unanimité sur la personne du gouvernant, ni surtout sur l'ensemble des décisions qu'il prendra. Et ça, c'est une chose qui est très ancienne, que notre ancien régime, même le Moyen-Âge, a très bien connu. On peut très bien estimer le roi légitime, on peut très bien même avoir beaucoup d'estime pour lui et pourtant lui faire la guerre. C'est pas quelque chose d'incompatible avec la vision des choses archaïsantes du Moyen-Âge, voire jusqu'au XVIIe siècle. Les soulèvements, les révoltes. Soulèvements, les réactions, mais même si on prend le Grand Condé, par exemple, le Grand Condé se soulève contre Louis XIV, il lui fait la guerre,
Il s'allie aux Espagnols contre la France et ça n'empêche pas que Louis XIV va finalement lui accorder son pardon et lui redonnera les commandements qu'il avait jusque-là. Nous sommes au XVIIe siècle. L'Europe est ravagée par les guerres de religion. La France est aux prises avec l'Espagne et est engagée dans la guerre de 30 ans aux côtés du camp protestant pour s'attaquer aux Habsbourg. Le royaume est en pleine période de centralisation, les princes perdent petit à petit leur influence et l'État devient de plus en plus fort. Mais Richelieu disparaît en 1642 et Louis XIII en 1643, et son héritier, Louis XIV, n'est encore qu'un enfant, bien loin du roi Soleil. L'occasion est trop belle pour les princes et commence une période de grands troubles, la Fronde. Un homme qui s'était déjà illustré lors de la guerre de 30 ans va rapidement s'imposer comme l'un des chefs de la révolte, Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé. Ça, c'est la conception. La légitimité, c'est reconnaître que le pouvoir est à sa place, qu'il va de soi. Bon. Évidemment, aujourd'hui, la plupart des régimes ne sont plus légitimes. Pourquoi ? Parce que le dogme démocratique exige non seulement un consentement tacite, mais une approbation de tous les instants. Et à partir du moment où, en régime, un gouvernant n'a pas l'approbation de tous les instants, ça ne veut pas dire qu'il est illégal. Il est illégal. Il est toujours légal, mais il est illégitime. En fin de compte, la démocratie élimine complètement cette notion de légitimité. Elle est totalement en dehors. La notion de légitimité appartient au monde de la tradition. Vous faites un développement à partir de la fameuse phrase de Maistre qui met en lumière l'absurdité de faire du peuple à la fois un sujet et un souverain. Ça, hein, si le peuple est sujet, il ne peut pas être souverain. Alors, néanmoins, est-ce que ce n'est pas une manière un peu simple de s'en sortir ? Est-ce qu'il n'y a pas une résolution, un troisième terme plus fin que de dire qu'il est souverain ou sujet ? Alors, d'abord, le ressenti général sera toujours la vérité de cette vision des choses, puisque quand on obéit aux gendarmes qui vous donnent une contravention, on n'a pas reçu la contravention parce qu'on l'a voulu. On peut l'accepter de gré ou de force, mais si on a la possibilité de la faire enlever, eh bien, on le fera. Donc c'est qu'en réalité, on ne commande pas. Le ressenti est permanent et il en est de même pour les impôts que vous payez. Chaque fois que vous obéissez à l'autorité de l'État, eh bien vous n'obéissez pas comme un souverain, vous obéissez comme un sujet. Vous obéissez comme un inférieur en quelque sorte. Hein, bon. Alors ça, je suis désolé, mais jamais personne n'arrivera à me convaincre que en payant mon amende, je suis libre, je suis content de le faire. Et, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Simone Weil, avec un W, n'est-ce pas ? Mais ça me fait sourire quand je lis ce qu'elle écrit sur le malfaiteur qui a droit à la punition et qui doit la réclamer. Je trouve que c'est digne de Guignol. Mais bon, Simone Weil l'écrivait, c'était une dame très bien, donc je n'irai pas... Vous ne serez pas très loin de ma critique. Enfin, non, les malfaiteurs n'ont pas du tout envie d'être punis, ils n'ont pas envie de faire de la prison, et s'ils n'en font pas, ils ne se sentiront pas frustrés de la rédemption que leur donne la prison. Non, oui. Le constat de l'état de suggestion générale de l'ensemble des peuples, tout régime confondu, est quelque chose... Oui, mais absolument. Maintenant, ceci veut-il dire qu'un gouvernement peut se désintéresser totalement de l'opinion des sujets? Alors, certainement pas. D'abord, il faut bien des gens pour exécuter les ordres, pour être le relais entre les sujets de base et les gouvernants. Et là, c'est ce qui détermine la nature du régime. Alors, Maurras disait avec justesse que
tout ce qui s'intitule démocratie est en réalité une oligarchie. Il y a toujours une oligarchie, une aristocratie de gens qui commandent et qui vont déterminer ce qui se passe en y prenant, bien entendu, plus ou moins leur intérêt. Mais indépendamment de ça, il y a un autre aspect des choses, c'est le fait qu'un gouvernement qui se moquerait toujours en totalité de l'opinion de la grande majorité de ces sujets serait affaibli. Il serait affaibli, pourquoi? Parce que d'abord, pour prendre les décisions de fonctionnement, il faut changer légèrement les règles. On ne peut pas conserver les règles intactes, inchangées. Il faut les modifier légèrement. Si vous ne demandez pas leur agir aux gens, les gens vont être en mesure de vous dire, de dire au pouvoir, mais vous avez triché, vous avez établi des règles et vous ne les exécutez pas. Et ça, c'est un gros problème pour un gouvernement. La France d'Ancien Régime a très bien connu ce problème-là. Parce que les Bourbons ont établi la monarchie absolue. Les Bourbons avec Henri IV. Le premier roi à avoir établi la monarchie absolue, c'est Henri IV. Et le résultat, c'est que la monarchie absolue, c'est une monarchie dans laquelle le roi n'a pas besoin de demander leur avis au sujet. Mais le résultat, c'est qu'il ne peut pas changer les règles, et notamment, il ne peut pas créer de nouveaux impôts. Et c'est pour ça qu'après les États généraux de 1614, à partir du moment où ils ont été renvoyés, il n'y a plus eu d'États généraux jusqu'en 1789. Et pendant ce temps-là, il y a eu un certain nombre de groupes sociaux qui ont prétendu exercer la fonction de représentation, alors qu'ils n'étaient absolument pas légitimes pour ça, bien moins légitimes que les élus des États généraux. Donc, la France n'a pas été en mesure de régler son problème financier convenablement parce qu'elle n'avait pas la possibilité de changer les règles. Et c'est ça qui est la cause de la fin de l'Ancien Régime. La cause de la fin de l'Ancien Régime, c'est l'incapacité qu'il a à régler la crise financière parce qu'il n'a pas pu changer les lois fiscales et il n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas de représentation. Donc vous voyez, l'État absolu, ce n'est pas forcément un État très efficace. Est-ce que les notions de contre-révolution, conservatisme ou éventuellement même droite se confondent? Quelle est leur pertinence, leur utilité? Si on parle plutôt de contre-révolution, on a compris que c'est parce que c'est ça qui est plus intéressant, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les faux amis ou les difficultés que peuvent engendrer certaines confusions entre ces notions? Alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la sémantique, elle change selon les pays, et selon les cultures. Alors le terme conservateur a un sens très particulier en France. Il y a beaucoup de mots qui ont un sens très particulier en France, par rapport à le sens qu'il a dans les milieux anglo-saxons. Conservative, en fin de compte, on pourrait traduire en français conservative par traditionnaliste, en fin de compte. Bon. En France, conservateur, ça a un sens extrêmement prosaïque, concret. On conserve ce qui existe, voilà, sans le changer. Et ce mot de conservateur, avec ce sens-là, est apparu après la Révolution, au moment où le directoire s'est instauré et où le discours que le directoire tenait face aux royalistes, c'était de dire « maintenant la République est installée, si vous êtes vraiment des conservateurs, il faut la conserver ». Voilà. Donc c'est un sens qui est en France tout à fait particulier. Alors, à ce mot, on pourra opposer, et c'est ce qu'on a coutume de faire en France, le mot de réactionnaire.
hein, celui qui veut revenir à une situation antérieure. À ce titre-là, Auguste Comte parlait des contre-révolutionnaires en appelant leur école l'admirable école rétrograde. C'est impayable. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a écrit Jean-Claude Michéa sur la distinction qu'il a faite entre la gauche d'une part et le socialisme d'autre part? Cette distinction est remarquable. Et je dois dire qu'il ne l'a pas inventée, mais je dirais qu'il l'a réinventée. Parce qu'elle était connue. Il y avait eu beaucoup de socialistes dits utopiques qui l'avaient défendue en luttant contre la gauche. Et puis, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, un renouveau des idées révolutionnaires, de révérence envers la révolution de 1789. Et puis surtout, il y a eu l'affaire Dreyfus que Michéa a parfaitement détecté comme étant le point de fusion entre le socialisme et la gauche. Mais avant cette période-là, la gauche et les socialistes sont deux courants tout à fait distincts et même, je dirais, quelquefois tout à fait opposés. Puisque souvent, les socialistes ont une rancune épouvantable pour ces républicains qui les ont fait fusiller lors de la Commune et qui, en fin de compte, représentent les intérêts de la classe bourgeoise. Donc ça, il y a quelque chose de ce côté-là qui est tout à fait incompatible. Et effectivement, l'affaire Dreyfus a représenté une césure, un changement, puisqu'à ce moment-là, la gauche et le socialisme ont rejoint le même camp. Au départ, le nationalisme n'est pas du tout contre-révolutionnaire. Le nationalisme est une expression de la révolution. D'ailleurs, on en a un exemple très intéressant avec la révolte qui aura lieu en Autriche, dans le Tyrol, fameuse révolte d'Andreas Hofer, n'est-ce pas, le chouan du Tyrol, qui demande que le Tyrol soit restitué à l'Empire d'Autriche et qu'il ne soit pas annexé, comme la France l'avait décidé, à la Bavière. Et à l'époque, l'empereur François apprend cette décision des Tyroliens de se révolter en sa faveur. Et il est très circonspect. Alors, il y a des militaires qui lui disent « Écoutez, c'est formidable, vous avez des gens qui se battent pour vous, il faut les soutenir. » Et que dit François? Il dit « Oui, aujourd'hui, ils sont patriotes pour moi. Demain, ils seront peut-être patriotes contre moi. » Et ça, c'est très très bien vu. Le nationalisme n'est rien d'autre que l'usurpation de la souveraineté au profit du peuple conscient. Donc en soi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout contre-révolutionnaire. C'est une situation, c'est la réponse à une situation d'urgence et de crise. Oui, bien sûr. Mais enfin, en situation d'urgence et de crise, eh bien, on va laisser au peuple le soin une partie éclairée du peuple, le soin d'exercer la souveraineté. Alors vous me direz, quand elle n'est plus là, d'accord, mais là, en l'occurrence, c'était encore le cas. Alors, comment est-ce que le nationalisme a fini par être apprivoisé par la contre-révolution? C'est ça la question. Mais tout simplement parce que le nationalisme se réfère à une forme de tradition. Puisque le nationalisme se réfère non pas à une proposition abstraite, mais
à un passé. Dans le nationalisme, il y a toujours une référence à un passé dont on est héritier, dont on est fier, que l'on veut conserver, que l'on veut transmettre. Et donc, la pensée révolutionnaire, elle se fonde sur la négation du passé au profit d'un avenir qui est par nature idéalisé. Et les nationalistes ont tendance à voir la contradiction qui existe entre ces deux visions. Et de ce fait, ils choisiront toujours plutôt favorablement ce qui leur donne une référence au passé, plutôt que ce qui les conduit vers un avenir dont ils ne connaissent pas les conséquences et les contours. Dans le choix par Maurras du nationalisme, est-ce que n'intervient pas aussi la question du choix de la ligne de défense? La ligne de défense, disons, prioritaire ou pertinente? Oui, alors, ça, vous avez tout à fait raison, mais là, nous ne sommes pas dans la question que vous venez de poser, puisque on n'est pas dans la question de savoir pourquoi les nationalistes sont apprivoisés, mais pourquoi les contre-révolutionnaires se sont référés à la nation. C'est ça. Hein? Alors, tout simplement parce que Maurras constate, et il n'est pas le premier, que les autres communautés, les autres groupes sociaux qui étaient dépositaires d'identité, de droits, de devoirs, ont été peu à peu ratiboisés, évaporés, dissous. Hein, voilà. Et ceci par l'État jacobin, par l'État tout court d'ailleurs, hein, l'État jacobin en particulier, mais même l'État monarchique était tout à fait capable de détruire certaines communautés qui étaient gênantes pour le pouvoir. Et donc Maurras va constater que ces communautés ont perdu une grande partie de leur existence, mais qu'en revanche, la nation existe toujours, et que par conséquent, c'est la ligne de défense contre cette universelle dénaturée, hein, d'une humanité purement abstraite. Effectivement, c'est une chose dont on s'aperçoit pas au premier abord. Au premier abord, effectivement, on a l'impression que ce désir d'égalité est extrêmement puissant, qu'il détruit tout sur son passage, qu'il est une véritable tempête intellectuelle, et que par conséquent, rien ne lui résistera. En fait, on se rend compte très bien que, dans un deuxième temps, qu'il n'y aurait pas d'égalitarisme s'il n'y avait pas un individualisme. Parce que l'individualisme commence à réduire tout à l'individu. La raison est purement individuelle. Nous sommes tous dotés d'une raison individuelle. Et de là, eh bien, il n'y a qu'un pas à dire que cette raison individuelle est égale pour tous. Et tout ça, c'est contenu déjà dans la pensée de Descartes, selon laquelle le bon sens était la chose du monde la mieux partagée. Donc vous voyez, on part de l'individualisme pour construire et amener cet égalitarisme. Tant que l'individualisme n'est pas là, l'égalitarisme n'est qu'une passion. Parce qu'évidemment, quand on est placé en dessous, on invoque l'égalité pour pouvoir monter. Une fois qu'on est égaux, on a envie de devenir supérieur. Donc c'est une question de passion. Ce n'est pas une question d'idée, n'est-ce pas? Quand on introduit l'individualisme, alors là, ça change de nature. Écoutez, les lignes de défense, elles passent à travers la conscience de ce que nous sommes. Il faut essayer de convaincre les Français et les Européens de ce qu'ils sont quelque chose de distinct,
qu'il y a une différence entre eux et les autres hommes qui fait qu'ils existent. Il faut éveiller les particularismes. C'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça que tant que nous continuerons à nous gaver d'un universalisme qui est finalement n'a pour résultat que de nous imposer des sacrifices sans contrepartie, eh on ne pourra pas gagner. À partir du moment où on remet les Français et les Européens, l'ensemble des peuples européens, devant la conscience d'une identité qui leur est propre, alors à ce moment-là, la conséquence va être tout naturellement de chercher les voies qui permettent de les faire survivre. Alors comment les faire survivre? D'abord en leur donnant l'autonomie de la volonté. C'est tout. Les Européens et les Français doivent être autonomes. Ils doivent n'avoir d'autre but dans l'action du pouvoir que de réaliser leur bien commun, leur intérêt. Pas celui de l'ensemble de l'humanité, mais le leur. Voilà. Et si on ne raisonne pas comme ça, nous sommes fichus. C'est très simple, nous allons disparaître. Donc ce constat, il le faisait avec, à juste titre, dans la Troisième République. Aujourd'hui, il est encore plus patent et il est moins fait. Il est pourtant mis sous le boisseau. Alors, ça se comprend très bien. Bien sûr que cette réalité, elle est éternelle. Elle existera toujours. Quand vous avez une société, il y a des groupes qui se forment, qui ont une conscience d'eux-mêmes plus grande que les autres. Leur intérêt, c'est toujours, vous savez, le principe traditionnel des alchimistes, solver et coagula. On va détruire le groupe dans lequel on est, on va le dissoudre. C'est l'attitude d'une cellule occupante dans un organisme étranger. Hein, c'est classique. On va le dissoudre, on va le répandre des choses qui vont l'empêcher de se révéler à lui-même. Et puis en même temps, on va maintenir à fond la conscience de ce qu'on est et la solidarité qu'on doit avoir. Ça, c'est quelque chose de général, d'éternel, ça existera toujours. Il ne faut pas la peine de s'indigner, n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis la création des lois antiracistes, à partir de 1972, on a appliqué des principes venus d'ailleurs du monde anglo-saxon, et qui consistent à dire qu'on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le voir, on n'a pas le droit de voir. Il y a une requête, un réquisit absolu d'aveuglement. Nous n'avons pas le droit de voir qu'il y a des communautés qui défendent leur intérêt. Voilà. On n'a pas le droit de le dire, et les désigner encore moins. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. C'est le contenu de la loi. Alors forcément, on comprend que les gens regardent à deux fois avant de prendre le risque d'aller en tôle, en prison, à cause de ce qu'ils ont dit. Ben oui, ou d'avoir des amendes ruineuses. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de modèles modèles politiques, peut-être en dehors d'Europe, où une contre-révolution, disons le concept de contre-révolution peut être utilisé de manière pertinente pour comprendre le succès d'un modèle politique ou une opération politique réussie? Alors là, vous touchez un sujet très intéressant. Ce livre sur la contre-révolution, j'avais demandé à une personne pour laquelle j'avais un infini respect, le professeur Jean de Vigry, de faire la préface. Mais Jean de Vigry, qui a lu mon livre avec attention, m'a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec mes présupposés.
et que pour lui, la contre-révolution n'avait pas comme idée fondamentale la tradition, mais la loi naturelle et les évangiles. À partir de là, si on pose la loi naturelle, passe encore, mais les évangiles, ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de contre-révolution autre que chrétienne. Peut-il y avoir une contre-révolution musulmane, une contre-révolution bouddhiste, hindouiste, tout ce qu'on voudra? La question est évidente. Personnellement, je pense que chaque fois que l'on conteste les idées révolutionnaires, les idées de 1789, au nom d'une tradition, à ce moment-là, la voie est ouverte pour, effectivement, une attitude contre-révolutionnaire. On peut voir des attitudes contre-révolutionnaires dans des pays tout à fait inattendus. Par exemple, les Turcs, à l'époque ottomane, ont essayé de concevoir une contre-révolution, mais ils n'étaient pas outillés pour cela. Parce que pour pouvoir faire rendre compatible le présent, le passé et l'avenir dans une vision commune, ça demande des efforts très difficiles, et aussi il faut raboter un certain nombre de choses que l'État ottoman n'était pas en état de faire. Mais si vous regardez par exemple la nature du régime des mollahs en Iran, les mollahs ont un régime qui a établi des contre-pouvoirs extrêmement efficaces, une organisation très élaborée de pouvoirs et de contre-pouvoirs, et en s'appuyant sur une vision traditionnelle des choses. Pas seulement une vision messianique, mais la tradition chiite admet qu'il y a une tradition temporelle, et l'ayatollah Khomeini, quels que soient ses défauts ou ses qualités morales, que je n'aborderai pas, l'ayatollah Khomeini a repris toutes les théories du Velayat-i Faqih, qui était le fondement de l'État impérial iranien. Donc antérieur même au Pahlavi. Antérieur au Reza, oui, si vous permettez. Antérieur au Reza, parce que Pahlavi c'est un surnom, bien sûr à l'époque des Qadjars. Oui, donc la dynastie qui a régné 18e, 19e siècle. Qui est arrivée en 1797, d'origine azérie. C'est une anecdote que cite Bainville dans une de ses chroniques, qui s'appelle Le Zouave pontifical, et elle raconte il raconte qu'il a rencontré dans le salon parisien un des derniers zouaves pontificaux dans les années peut-être 1910 ou 20, et il écrit ça dans les années 1920, donc au moment après la condamnation de l'Action française, et il dit que lorsque le pape avait les états pontificaux, donc quand il était également souverain temporel, en plus d'être le chef de l'Église catholique, eh bien, toutes ces décisions étaient lestées du poids de la charge des âmes qu'il avait au temporel. Et c'est du Bainville. Hein, il dit ça, donc il n'en tire pas forcément les conclusions, il dit ça fait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bainville avait vu de manière lumineuse le problème de l'Église dépouillée de son pouvoir temporel. L'Église avait besoin d'avoir un pouvoir temporel pour comprendre les exigences du pouvoir temporel, puisqu'elle les pratiquerait elle-même. Il est évident que si, aujourd'hui, le pape François était obligé de contrôler
les immigrants qui viennent chez lui et de les maintenir en ordre, de les empêcher de commettre des délits, etc., etc., ben, il est évident que dans la mesure où il aurait cette responsabilité, il ne défendrait pas l'abolition des frontières, bien sûr. Il le fait parce que précisément, il est absolument libéré de toutes ses obligations. Donc c'est absolument exact. Le temporel, l'exercice du pouvoir temporel par les papes était le pendant de l'exercice du pouvoir spirituel par les rois, car les rois exerçaient un pouvoir spirituel. Les deux choses étaient liées et elles ne peuvent pas être autrement que liées. Il doit toujours y avoir une liaison entre la terre et les cieux. Il doit toujours y avoir une liaison entre les choses sacrées et les choses invisibles. C'est normal. Ça m'amène à une autre citation que je vous propose. Elle est d'Albert Camus, celle-là. Et vraiment dans la continuité, me semble-t-il. Le 21 janvier, avec le meurtre du roi prêtre, s'achève ce qu'on a appelé significativement la passion de Louis XVI. Il symbolise la désacralisation de cette histoire et la désincarnation du Dieu chrétien. Dieu jusqu'ici se mêlait à l'histoire par les rois, mais on tue son représentant historique. Il n'y a plus de roi. Il n'y a donc plus qu'une apparence de Dieu reléguée au ciel des principes. Les révolutionnaires peuvent se réclamer de l'Évangile. En fait, ils portent au christianisme un coup terrible dont il ne s'est pas encore relevé. Tout cela laisse imaginer que ce n'est pas Capet qui meurt, mais Louis de droit divin, et avec lui, d'une certaine manière, la chrétienté temporelle. Ah mais c'est très très bien vu, et je dirais même que il est en dessous de la réalité, car la chrétienté temporelle est effectivement détruite par la mort du roi. Mais on peut dire également que c'est tout le catholicisme, c'est-à-dire cette construction élaborée par les siècles, bâtie sur la logique, sur l'expérience, sur l'autorité, qui est remise en cause. D'ailleurs, les premiers symptômes se manifesteront avec le démocratisme de Lamennais. Lamennais, donc dès les années 1820, des années 1820, qui partira de l'ultramontanisme le plus extrême et le plus lié aux ultras, et qui passera de cette attitude-là à la démocratie, au démocratisme un peu comparable au sillon, à la démocratie chrétienne, dans ce qu'elle a de plus messianique et dangereux. Alors effectivement, il y a une liaison entre les deux, et la liaison, elle vient de cet exercice de deux fonctions de manière conjointe, inégale dans le temporel pour l'Église, inégale dans le spirituel pour l'État. Mais effectivement, l'exercice de ces deux fonctions qui sont liées, exercées de manière différente par l'un et l'autre pouvoir, mais qui sont nécessairement, doivent agir de concert. C'est toute la vision de cette ancienne société que décrit brièvement Albert Camus. Ça m'inspire aussi autre chose, c'est plutôt du point de vue de la sociologie politique et de l'attitude de la France qui aurait pu être davantage contre-révolutionnaire qu'elle n'a été. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, elle a été privée progressivement d'un roi, et avec le pape, elle a trouvé un souverain de substitution, ce qui nous donne après la papolatrie du XXe siècle. Quel constat faites-vous à cet égard ? Ah ben, c'est sûr que la papauté a servi de monarque de substitution à tous les gens, à tous les catholiques qui étaient plutôt à droite au XIXe siècle et même au début du XXe siècle. Et tout ça s'est effondré avec la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI. À partir de là, c'est terminé. L'Église n'a pas seulement perdu
elle n'a pas perdu seulement ce pouvoir sur les âmes, mais elle a perdu toute possibilité de contrainte. Et c'est pour ça que les papes peuvent fulminer contre des gens, par des théologiens, parce qu'ils sont trop à droite, ou trop à gauche, ou trop intégristes, ou trop progressistes, et ça ne change rien. Ces gens ne changeront pas leur attitude. Et cette situation qui va se poursuivre de plus en plus. C'est un fait. Merci Pierre Demeuse pour cette première partie de l'entretien.